Bonjour à tous, c'est Crick. Aujourd'hui, je vais lire un article paru sur un blog. Le nom de l'article, c'est 2017, le coup d'État. On va dire que c'est la suite ou le pendant du précédent article qui s'intitulait Macron ciblé par la CIA. Voilà le lien en bas. Et maintenant, le lien du nouvel article 2017, le coup d'État, toujours sur le blog network.0. Je vous mettrai en plus le lien en description sous la vidéo. Voilà, donc lecture. 2017, le coup d'État. Alors, d'abord avec une petite citation de Louis Calaferté. Une étude un peu approfondie de l'histoire nous laisse deviner qu'en toute occasion, les vraies forces dirigeantes ont à se tenir dans l'ombre des représentants qu'elles se sont choisis, ne pouvant se risquer à s'exposer aux fluctuations événementielles sous peine de se voir un jour dépossédés de leur puissance. Voilà, donc ça c'est la fiche Wikipédia de Louis Calaferté, écrivain français qui est mort en 94. Si vous voulez aller lire, c'est toujours intéressant. Voilà, je reviens à l'article. Avertissement. Les informations qui ont été utilisées pour cette analyse ont été recoupées et vérifiées conformément aux principes de la charte journalistique de Munich. Elles ont pour origine des articles de presse, interviews télé, images et ouvrages dont les auteurs sont connus et reconnus pour la fiabilité de leurs recherches. Il serait trop long de les énumérer ici. Loin de tout name dropping, vous trouverez en fin de publication les références, mais tout est vérifiable. Attention cependant aux sites complotistes, confusionnistes ou même d'extrême droite. Assurez-vous que les sites que vous consultez soient reconnus pour le sérieux de leurs publications. Préférez les sites de recherche universitaires. À ceux qui disent que cet article est complotiste, il s'agit tout simplement d'un propos irresponsable qui a pour objectif de discréditer toute critique à l'égard de pratiques qui mettent en danger la démocratie. Mais plus grave encore, cela permet de les avaliser. Il est urgent de cesser ce genre d'accusation un peu simpliste et de poser les vraies questions. En l'occurrence, a-t-on, oui ou non, utilisé l'appareil d'État à des fins de stratégie politique? Je repose la question. En l'occurrence, a-t-on, oui ou non, utilisé l'appareil d'État à des fins de stratégie politique? Deuxième question. Les relais d'influence sont-ils réels? Les relais d'influence sont-ils réels? Les médias et les instituts de sondage sont-ils indépendants? Les médias et les instituts de sondage sont-ils indépendants, etc. Ce sont les questions centrales du débat. Voilà donc les points. Propos liminaires. Une fois de plus, cet article est long. Il est l'avant-première d'un livre qui sera publié prochainement. Prenez le temps de le lire tranquillement, mais lisez-le. Il révèle comment certains acteurs ont préparé minutieusement ce qu'il faut bien appeler un coup d'État. Il s'agit pour eux de pérenniser, coûte que coûte, la politique engagée par François Hollande, alors qu'ils se persuadent de servir les desseins heureux de la France. Ces putschistes sont en passe de réussir leur ultime objectif, celui de faire perdre à notre pays son libre arbitre en soumettant son peuple et en violant la démocratie. L'heure est grave. L'heure est très grave. Avant-propos. En 2005, vous avez pour certains d'entre vous participé au référendum du TCE, c'est-à-dire Traité pour une Constitution européenne. Vous avez détesté le battage médiatique outrancier pour le oui. Vous avez applaudi son rejet par 55% des Français. Vous avez protesté contre la transformation du TCE en traité de Lisbonne adopté par le Parlement réuni en congrès en 2008, avec l'aval de Nicolas Sarkozy. Vous avez hurlé au déni de démocratie, un coup porté à la voix du peuple, un véritable coup d'État. Eh bien, c'est à peu de choses près ce qui se passe aujourd'hui pour faire élire un candidat choisi par la même oligarchie, les fameux 1%,
par les mêmes élus de gauche et de droite, par les mêmes médias et pour les mêmes objectifs, exactement les mêmes, de Valéry Giscard d'Estaing à Cohn-Bendit, en passant par François Hollande et François Bayrou, de TF1 à Libération, du Monde au journal Les Échos, les Pinault, Arnaud, Bolloré, tous participent à la promotion d'un seul et même vœu, le oui pour Emmanuel Macron. Dans le précédent article paru sur ce blog et intitulé Macron ciblé par la CIA, il a été démontré comment ce jeune banquier énarque a été porté au cœur de l'appareil d'État par des apparatchiks européistes et atlantistes. Aujourd'hui, il est l'heure pour ces gens-là de passer à la phase opérationnelle. Ce qui se prépare en France à l'occasion de ces élections présidentielles peut être qualifié de coup d'État, tant les séquences collent exactement à la définition qu'en font des spécialistes. Par la manipulation de l'opinion publique et la maîtrise des structures de l'État, des hauts fonctionnaires, des hommes politiques, des élus et des journalistes véritables mercenaires au service des patrons de grandes entreprises multinationales, ainsi que de la finance internationale, tous tentent de soumettre le peuple français à un destin qu'il ne s'est pas choisi. De gauche à droite, du PS au centre, contre le restant de l'échiquier politique en minorité, une minorité s'apprête à prendre le pouvoir en France. Lisez attentivement ce qui est écrit, c'est édifiant. Alors bon, c'était les propos liminaires, maintenant l'introduction. En guise d'introduction, la candidature d'Emmanuel Macron, un 18 brumaire de la bienveillance? Point d'interrogation. Un article signé Bruno Roger Petit dans le numéro de Challenge du 15 mars 2017 est titré Mélenchon et sa constituante, l'inquiétante promesse d'un coup d'État permanent. 3 petits points. Dans cet article, Bruno Roger Petit raconte depuis des mois, sous prétexte de renouveau démocratique, Jean-Luc Mélenchon promet une assemblée constituante pour aller à la 6ème République. En apparence, c'est démocratique, mais si on y regarde de plus près, ce projet du futur Mélenchon s'apparente à un coup d'État populiste. Bon, cet article de Bruno Roger Petit est en vérité un contre-feu. Il est l'arbre qui cache la forêt. Je précise à titre personnel, je ne suis pas l'auteur de l'article et je ne suis pas la personne qui tient le blog. Personnellement, je ne suis pas du tout mélenchoniste. Mais je trouve que l'article du blog a tout à fait raison de mentionner Bruno Roger Petit et ce qu'on pourrait appeler les chiens de garde du système. Après s'en être pris sur le même registre à François Fillon, à Marine Le Pen, Bruno Roger Petit qualifie avec une mansuétude consternante la candidature de Macron de 18 Brumaire de la bienveillance. Mansuétude, point d'interrogation, pas tant que ça. L'employeur de ce journaliste n'est autre que Claude Perdriel, patron de presse et soutien actif d'Emmanuel Macron. Le fameux 4e pouvoir médiatique, soi-disant indépendant, en fait, est l'ami des puissants et de l'oligarchie financière, et notamment de Macron, qui n'est qu'un pion. L'observation est cocasse dans la mesure où c'est en France, à l'occasion du 18 Brumaire, que naît l'expression coup d'État, celui de Bonaparte. Ce journaliste serait-il assez pervers pour nous suggérer de façon subliminale ce qui est en train de se tramer dans cette élection? Point d'interrogation. Après l'analyse pour le moins farfelue de la constituante de Mélenchon, que dire alors de la Constitution de 1958? Voyons si la candidature d'Emmanuel Macron est réellement un 18 Brumaire de la bienveillance. Autopsie d'un coup d'État. D'un point de vue historique, y compris dans l'époque contemporaine, le coup d'État a été l'un des moyens les plus fréquemment utilisés pour accéder au pouvoir. D'ailleurs, selon les spécialistes, plus de la moitié des gouvernements du monde le seraient devenus grâce à ce procédé.
On peut décrire de manière assez précise les techniques opératoires, violentes ou non, de la prise de pouvoir. Ainsi, on observe qu'il s'agit d'abord, pour les auteurs, de s'emparer des structures de l'État, de s'assurer de la maîtrise de l'opinion publique, de veiller à une synergie avec le contexte international avant de légitimer le processus, soit par la force, soit par les élections. Nous allons, dans cette présente publication, analyser tous ces points, un par un, en cherchant à chaque fois à valider l'hypothèse avant de conclure sur la dangerosité de l'avènement de ce pouvoir en France. Petit 1. S'emparer de l'appareil d'État. Bon, alors, donc, petit 1, s'emparer de l'appareil d'État, je vais le lire. Ensuite, alors, est-ce qu'il y a autre chose? Petit 1, s'emparer de l'appareil d'État. Petit 2, le contrôle des médias. Petit 3, le contrôle de l'opinion publique. Petit 4, le contexte international. Petit 5, la régularisation du coup d'État. Bon, ensuite avec la conclusion provisoire. J'en reviens donc au point 1. Alors, la technique de base du coup d'État consiste à s'emparer des organes centraux de l'administration, et en l'occurrence des institutions de la République. Les auteurs nous disent, les spécialistes appartiennent le plus souvent eux-mêmes aux structures étatiques. Nous y sommes. Qui sont les commanditaires de ce dit coup d'État. Il ne fait plus de doute maintenant que c'est François Hollande et son homme de confiance, à savoir Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, qui sont à l'origine du projet qu'il faut bien définir comme un véritable coup d'État. Hollande et Jouyet sont amis depuis 35 ans, des bancs de l'ENA, donc École nationale d'administration, jusqu'à l'Élysée. Les deux hommes se rencontrent à l'âge de 23 ans. Ils viennent réussir le concours de l'École nationale d'administration et doivent effectuer leur service militaire ensemble à Saint-Cyr-Couëtquidan, où ils partagent leur chambre avec Michel Sapin. Les trois jeunes hommes se lient d'une forte amitié qu'ils entretiennent sur les bancs de l'ENA, ce qu'on a appelé la fameuse promotion Voltaire, dans laquelle, je crois, on retrouve Ségolène Royal. Hollande déborde d'initiative et, souvent, Jouyet accepte de le seconder dans ses projets. À la sortie de l'ENA, lors des affectations, François Hollande, classé 8e, laisse le dernier poste accessible à l'inspection générale des finances à Jean-Pierre Jouyet. Leur amitié n'a jamais été mise à mal. Quand en 2014, Jouyet prend les fonctions de secrétaire général de l'Élysée, il déclare « C'est l'aboutissement de ma vie publique et d'une vie avec lui », donc avec François Hollande. Et de préciser, pendant les réunions, je suis secrétaire général, après je redeviens le copain. On sépare ce qui est public et privé de façon plus simple que ce que je croyais. Il promettait alors, pour conclure, je suis là pour le servir, pas pour le gêner. Je l'ai gêné une fois, cela n'arrivera plus. La gêne dont parle Jouyet, c'est quand il a accepté d'entrer dans le gouvernement de François Fillon, au poste de secrétaire d'État chargé des affaires européennes. François Hollande l'aurait très mal pris. Mal pris était sans doute un peu fort. Alors, pour quel scénario ce coup d'État? Hollande et Jouyet sont loin d'être des tendres. Il faut que ce soit bien clair pour tous les lecteurs. Ce sont de fins observateurs et acteurs de la vie politique. Ils en connaissent les rouages, les stratégies, les us et coutumes, les trahisons et les fidélités.
Médias et journalistes sont les instruments de leur stratégie politique et ils ont fait l'objet de manipulations constantes qu'ils ont parfois du mal à déjouer, tant leur connivence est forte et parfois incestueuse avec le pouvoir. C'est un jeu que maîtrisent parfaitement les deux amis. Pour Hollande et Jouyet, et d'autres qui leur sont proches, ce n'est pas l'économie qui est en crise, mais le système politique. Chez nos concitoyens, la rancœur est à son comble. Cela fait plus de 40 ans que le libéralisme est au pouvoir, plus de 40 ans qu'on leur demande de se serrer la ceinture, cela promettant des jours enchanteurs sans jamais qu'ils arrivent. 1000 milliards de déficit public en 10 ans, avec Sarkozy et Hollande cumulés, disent-ils, 10 millions de chômeurs et précaires, des pauvres de plus en plus pauvres, des riches de plus en plus riches. Ils sont au bord de l'explosion et ne trouvent leur salut que dans des discours qui consistent à tirer un grand trait sur le passé. Force est de constater que nous sommes arrivés aujourd'hui à un point de rupture. Les deux amis en sont évidemment conscients, et pour eux l'heure est grave. Il apparaît dès lors trop dangereux de ne pas intervenir sous peine de laisser les populismes renverser la table. Il faut agir vite, trouver l'antidote et résoudre la crise. Ils font assez tôt le constat qui s'impose. Il faut à tout prix poursuivre la politique économique engagée depuis plus de 5 ans et continuer l'intégration du pays dans l'Europe et dans l'économie mondiale. Mais ni François Hollande ni Manuel Valls ne sont en capacité de le faire. Ils sont l'un et l'autre rejetés par l'opinion publique. Pour eux, ils agissent dans l'intérêt du pays, et c'est dans l'intérêt du pays qu'ils doivent s'effacer pour pérenniser l'œuvre qu'ils ont entreprise. La solution, c'est Jouyet qui l'a dans sa manche depuis un certain temps. C'est Emmanuel Macron. Hollande n'est pas chaud. Il doute de la fiabilité du jeune banquier. Jeune et avenant, une tête bien faite, cursus parfait, bien conditionné sous la férule de Jouyet et d'Attali, faisant consensus chez les patrons des multinationales et de la finance mondiale, adoubé par les Américains, les Anglais et les Allemands, inculte politiquement et donc facilement contrôlable. Un tantinet imbu de sa personne, il est le candidat idéal pour ce coup de force. Sa feuille de route est rédigée, à savoir appliquer une politique européenne libérale et atlantiste en matérialisant une alliance gauche-droite, ainsi que la poursuite de la politique économique engagée et inscrire cette politique durablement dans l'avenir du pays en créant un grand parti démocrate et progressiste à l'issue des élections. Gageons qu'il n'a pas fallu longtemps pour convaincre Macron. Ce fut un peu plus difficile pour Hollande, mais après l'avoir rassuré, Jouyet met Macron sur les rails très vite afin d'éviter qu'il ne soit contraint de se présenter à la primaire de la gauche. Il lui conseille de créer un mouvement plutôt qu'un parti, car compte tenu de l'ambiance, c'est préférable. Les gens en ont marre des partis. Emmanuel Valls, point d'interrogation. Tout comme Hollande, Manuel Valls est, pour l'instant, mort politiquement. Il le sait, les sondages ont parlé, sa désignation comme candidat ferait perdre le camp libéral. Sa mission est alors de représenter le courant libéral à la primaire de la gauche. Pourquoi? Point d'interrogation. Simplement pour calmer les libéraux du parti et éviter qu'on fasse pression sur Macron pour qu'il participe à la compétition. Car si ce dernier se présentait à la primaire, il serait battu et anéantirait du même coup les chances de réussite du projet. Mais pas seulement. La présence de Valls va aussi permettre d'estimer la force du camp libéral du parti et donc celle de la solidité de la colonne vertébrale du futur mouvement centriste, car sans eux, le nouveau parti ne serait qu'une coquille vide. Hollande et son ami sont parfaitement informés de l'état d'esprit de la majorité des militants socialistes et du désamour profond qu'il règne à l'égard de la politique gouvernementale. Ils sont quasiment certains du résultat de la primaire et de l'éviction de Manuel Valls.
Mais dans le doute, ils vont miser sur Hamon. Pourquoi? Point d'interrogation. Encore une fois, l'élection de Manuel Valls serait contre-productive. Hamon est celui qui cristallise l'aile gauche du Parti socialiste et qui peut empêcher le populisme. Confère les objectifs de l'ANED, c'est-à-dire l'article sur l'ANED que j'avais déjà mis. Donc empêcher un populisme de gauche de progresser en le divisant. En langage clair, il s'agit de contenir Mélenchon dans son précaré. Comme prévu, c'est ce qui va se passer. Hamon est élu candidat. Les soutiens de Valls se rejoignent officiellement, ou pas, un à un, le camp Macron, et Valls lui-même ne tardera pas. Le PS sera réduit à sa plus simple expression et ne servira à l'avenir qu'à entretenir la division parmi les tenants de la gauche de transformation sociale, laissant ainsi le champ libre aux centristes pour mener à bien leurs desseins. Le scénario à gauche et au centre est donc réglé, il faut maintenant s'occuper des conservateurs. La primaire de droite est incertaine, une confrontation Sarkozy-Juppé est pour Hollande et Jouyet du pain béni, il y a des arguments pour les discréditer aux yeux de l'opinion publique, et au besoin on peut à en fournir d'autres. Bon. Mais le destin leur sourira. C'est Fillon qui sort vainqueur. Il suffit de lui porter l'estocade. Une bonne âme téléphone au canard enchaîné, une bonne âme proche tout simplement de Macron et de Jean-Pierre Jouyet et donc de Hollande. On connaît la suite. Bon alors là je vais rajouter ça. On sait que le canard enchaîné avait des dettes au point avec l'administration fiscale et qu'en fait c'est Emmanuel Macron qui aurait, quand il était au ministère, remis la dette du canard enchaîné. On connaît la suite, l'histoire nous dira qui était à l'origine de cette affaire, mais avec un peu de perspicacité, si ce ne sont pas les deux dont il est question ici puisqu'ils démentent, il ne fait nul doute qu'un de leurs aficionados, ayant compris le sens de l'histoire, s'est chargé de la basse besogne. Bon, vous voyez, ça doit être le secrétaire du secrétaire général, quelque chose comme ça. L'affaire est réglée, les conservateurs sont hors champ. Reste l'extrême droite. Rien de plus simple. Depuis Mitterrand, les socialistes savent s'en servir. Il faut tout faire pour que Marine Le Pen atteigne des sommets. On fait ce qu'il faut pour minimiser ce qui peut l'atteindre, confère les affaires financières, et on dose savamment sa diabolisation. C'est Hollande qui sera le chantre de la lutte contre le Front National dans cette séquence. Les socialistes et les populistes de gauche neutralisés, les conservateurs anesthésiés, une confrontation Le Pen-Macron est donc probable. Une fois encore, le réflexe républicain écartera l'extrême droite. C'est donc boulevard et tapis rouge pour Macron. Bon, on assiste tout simplement à un exercice dialectique de synthèse. Vous vous rappelez bien qu'Hollande, c'est celui qu'on a appelé l'homme de la synthèse. Hollande et Jouyet ont dû discrètement échafauder ce scénario, un soir, autour d'un verre de champagne. Tétinger, épouse de Jouyet, oblige. Champagne Tétinger. C'est une blague à mon avis. Au cours de leurs vacances d'été, car depuis de nombreuses années, les couples Hollande et Jouyet se fréquentent régulièrement et partent en vacances ensemble. Petite précision qui n'est pas sans intérêt parce qu'elle situe bien la proximité de ces deux personnages. On ne part pas en vacances avec n'importe qui. Vous pensez que ce sont des élucubrations? La réponse est contenue dans une autre question. Peut-on naïvement penser que Jean-Pierre Jouyet et François Hollande n'ont pas mis en commun leur cerveau pour monter cette opération? Pour ceux qui sont éloignés de ce milieu peut-être, mais pour les autres, les acteurs et observateurs politiques avisés, eux, savent qu'ils en sont parfaitement capables et qu'ils l'ont fait. Et pour ceux d'entre vous qui en doutent encore, la lecture des faits, présents et à venir, devra suffire à attester à peu de choses près la véracité du propos et de l'article en cours de lecture. Bon, alors les théoriciens de ce coup d'État, quels sont-ils? Qui sont-ils? C'est Aquilino Morel qui va dévoiler le poteau rose
C'était en avril 2014, cet ex-conseiller de François Hollande, il était l'une des plumes des discours présidentiels, donc cet Aquilino Morel venait de quitter l'Élysée après la révélation de ses liens présumés avec l'industrie pharmaceutique et de sa passion pour les chaussures bien cirées. Dans la presse, il accusait l'entourage du chef de l'État d'avoir monté toute l'affaire pour l'éliminer politiquement parce qu'il était trop à gauche. Les Français ont voté, dit-il, pour le discours du Bourget, pas pour le programme des Gracq, dit-il. Ce sont leurs idées qui sont aux commandes, tout simplement. Jean-Pierre Jouyet, le secrétaire général de l'Élysée, en est membre, c'est donc un membre des Gracq. Emmanuel Macron, je n'en sais rien, peut-être, mais il n'a pas besoin d'y adhérer, et il est totalement en symbiose avec eux. Et Aquilino Morel de conclure, oui, c'est bien leur programme, le programme des Gracq, qui est appliqué aujourd'hui. Un programme pour lequel les Français n'ont pas voté. Mais qui sont ces gens dont parle Aquilino Morel, à savoir ces fameux Gracq? Bon, j'avais déjà mis ça avec l'article Wikipédia, là l'auteur reprend ce que c'est que les Gracq. Voilà un article Wikipédia, somme toute assez intéressant sur les Gracq. Les Gracq, voilà. Et vous trouvez toute l'histoire. Voilà, c'est assez intéressant. Gracq. Le nom Gracq a été donné à deux frères et hommes d'État romains, Tiberius et Gaius Gracchus, renommés pour leur tentative infructueuse de réformer le système social romain. Espérons au passage que leurs contemporains, à savoir François Hollande et Jean-Pierre Jouyet, seront eux connaissent en fait le même insuccès dans la tentative infructueuse de réformer le système social romain. Voilà. C'est donc pas une bonne idée de s'appeler les Gracq. Les Gracq d'aujourd'hui, c'est un petit groupe d'hommes d'affaires, de hauts fonctionnaires et d'intellectuels qui s'activent depuis 2007, c'est-à-dire depuis la campagne présidentielle qui a vu l'élection en fait de Nicolas Sarkozy. Et en coulisses, vous avez tout le camp de la gauche, on va dire soi-disant progressiste, qui, ayant vu la victoire de Sarkozy, a voulu préparer sa victoire à elle après le quinquennat de Sarkozy. Donc ces hauts fonctionnaires et intellectuels et hommes d'affaires s'activent depuis 2007 dans les coulisses du pouvoir pour convertir la gauche française au libéralisme. Pour la plupart, ils occupent des postes haut placés, souvent dans des banques, des compagnies d'assurance, des fonds d'investissement. Tous ont fait au moins l'ENA ou HEC, anciens du Parti socialiste pour beaucoup d'entre eux, ils ont peuplé les cabinets ministériels des années 1980 et 1990, servant les socialistes dits modernes, Rocard surtout, mais aussi Jospin, Fabius, Bérégovoy ou encore Strauss-Kahn. Quand la droite est revenue au pouvoir, ils ont déserté le service de l'État pour rejoindre le pantouflage. Ils ont rejoint le monde de l'entreprise, ils y ont gagné beaucoup d'argent, mais sans jamais abandonner tout à fait la politique. Jamais trop loin. Aujourd'hui, ils sont dans les coulisses du pouvoir et ils ont des ramifications qui vont jusqu'au plus haut sommet de l'État. Il est quasiment certain que c'est Jean-Pierre Jouyet qui a cofondé ce groupe semi-clandestin. Quant à la SPEN et à la NED, la SPEN Institute qui est reliée a priori à la NED qui est un organe de la CIA, qui est l'initiative pour la démocratie, voilà, quelque chose comme ça, l'initiative nationale pour la démocratie. National Endowment for Democracy, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Donc la SPEN et la NED ont déterminé le cadre idéologique de ce groupe dit des Gracq, voilà. Lire Macron ciblé par la CIA, l'article que j'ai déjà lu sur la chaîne YouTube. Voici ce qu'il dit à propos de l'action des Gracq. Donc ça c'est Jean-Pierre Jouyet qui parle des Gracq, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2012 et ensuite. Lisez bien car c'est tout simplement époustouflant. L'approche des Gracq entre les deux tours est celle d'un rapprochement des réformistes et des sociaux-démocrates. Donc rapprochement qui était déjà préconisé par Ségolène Royal alors qu'elle avait perdu en 2007 face à Nicolas Sarkozy. Elle n'a pas fait l'unanimité au PS, j'en ai pris acte. Là c'est Jean-Pierre Jouyet qui parle.
Nicolas Sarkozy m'a demandé de m'occuper de l'Europe. J'ai constaté que ce n'est un enjeu ni de droite ni de gauche. N'oubliez pas que Jean-Pierre Jouyet a travaillé pour Nicolas Sarkozy et pour François Fillon, qui était alors Premier ministre de Nicolas Sarkozy, le fameux Jean-Pierre Jouyet étant lui délégué aux affaires européennes. Ce que Hollande aurait, dit-on, très mal pris. Vous voyez donc qu'il y a des liens, et que c'est pour ça que on a expliqué qu'il y avait une affaire, vous savez, à un moment, Fillon-Jouyet à propos de Sarkozy et des procès intentés à Sarkozy. Vous voyez bien que derrière, il y a un long processus de manipulation politique avec des affaires politiques et des révélations, notamment sur les affaires libyennes de Sarkozy. J'en ai pris acte, dit Jean-Pierre Jouyet. Nicolas Sarkozy m'a demandé de m'occuper de l'Europe. J'ai constaté que ce n'est ni un enjeu de droite ni de gauche, mais qu'il répond à un impératif national. J'observe qu'il s'est lancé dans une politique de réforme que les Gracques appelaient de leur vœu. 3 points d'exclamation et en gras. Voilà, donc Sarkozy est compatible avec les Gracques. Je remarque que l'homme a l'énergie nécessaire pour les mener à bien et qu'il est loin de la caricature de l'ultralibéral qu'on avait dessinée de lui. Donc Jouyet, laudateur de Sarkozy. Bonne blague quand ces gens-là vous parlent d'ailleurs d'ultralibéralisme. Et maintenant, Manuel Valls qui propose ses services à François Fillon. No comment. Bon, alors là, je sais pas trop de quoi il parle. On y trouve des gens, donc, dans ces Gracques, comme Roger Godinot, et Guillaume Anézo, Gilles de Margerie, Ariane Obolensky, François Villeroy de Galore, hein, bon là c'est mal orthographié, qui est, je crois maintenant le président de la Banque centrale française, enfin on n'appelle pas ça, la Banque de France, voilà, qui ne nous appartient plus, on va dire ça comme ça, et qui naturellement a appelé à voter pour Macron. François Villeroy de Galore, Éric Orsena, des soutiens de Macron, tout ça, Denis Oliven, directeur général d'Europe 1 et de Lagardère Active, qui possède donc Paris Match, le JDD, Newsweb, Mathieu Pigasse, vous savez, le banquier fusion-acquisition, donc Condi Fusac, qui est au conseil de gouvernant, qui est du conseil au gouvernement de la banque Lazare, voilà, qui est banquier Lazare, dont il est directeur général, délégué en France, qui est également propriétaire et président des nouvelles éditions indépendantes, qui contrôle le magazine Les Inrecuptibles, et Radio Nova, et ainsi il est également actionnaire du groupe Le Monde et du Huffington Post. Ensuite vous retrouvez Bernard Spitz, président de la Fédération Française de l'Assurance, regroupant la Fédération Française des Sociétés d'Assurance et le groupement des entreprises mutuelles d'assurance. Bon, on peut penser qu'il va y avoir une privatisation, vous savez, de tout ce qui est, je sais pas, sécurité sociale, mais il y a également toutes les histoires de en retraite par capitalisation, hein. On voit que derrière il y a des petites idées. Ce fameux Bernard Spitz préside également le pôle international et Europe du MEDEF. On retrouve également Mathilde Lemoine, macroéconomiste, Group Chief Economist chez Edmond de Rothschild Group, et membre du Haut Conseil des finances publiques, et il y en a d'autres du même calibre. Bon, vous savez que derrière on retrouve également Attali. Et qui participe aux travaux des Gracques. Ben, on retrouve également Cohn-Bendit et Macron, voilà. Bon, c'est quand même balèze. Ensuite, donc ça c'était du côté. Maintenant, on va voir du côté des économistes à proprement parler. Les économistes, ce sont les mêmes que ceux de François Hollande. Les économistes qui conseillent Macron aujourd'hui sont les mêmes, exactement les mêmes que ceux qui conseillaient François Hollande en 2012 lors de sa campagne pour les élections présidentielles, campagne qu'il avait remportée face à Nicolas Sarkozy. Donc ces économistes faisaient partie du premier cercle et se nommaient le groupe de la Rotonde. Alors là, est-ce que ça vous rappelle rien? Vous savez que Macron lui-même a été fêté sa victoire fameux à la Rotonde, qui est en fait, on a dit que c'était un troquet de bonne qualité, bon, voilà, enfin, c'est un endroit chic quand même. Il y avait Jean Pisani-Ferry, le boss, Philippe Aghion, Elie Cohen, Gilbert Sett, Jean-Hervé Lorenzi, les porte-flingues, et également Emmanuel Macron. Donc ces gens-là ont fait la campagne économique de François Hollande en 2012. On ne change pas une équipe qui gagne, c'est tout naturellement que l'Élysée demande à Pisani
Ferry, en janvier 2017, de prendre en charge le programme et les idées du mouvement de Macron. Et ce sont les mêmes fantassins qui vont l'épauler, à savoir Cohen, Seth, Lorenzi et Hagion. Mais arrêtons-nous un instant sur Pisani-Ferry, qui est l'alpha du groupe, pour bien comprendre la doctrine et les enjeux. Jean Pisani-Ferry n'est pas n'importe qui, et son influence sociale libérale européiste est grande dans le milieu. Il est un fervent défenseur d'un gouvernement mondial de l'économie au même titre que Jacques Attali. Il a été commissaire général de France Stratégie, c'est-à-dire l'ex-commissariat au plan, de mai 2013 à janvier 2017, donc tout récemment. Auparavant, il a été directeur du Centre d'études prospectives et d'information internationale. Il a été le conseiller économique de Dominique Strauss-Kahn et de Christian Sauter au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. Il a également été président délégué du Conseil d'analyse économique mis en place par Jospin, ex-premier ministre, et expert pour la Commission européenne et le FMI. Bon, vous me direz que quand on est conseiller économique de Dominique Strauss-Kahn, être expert pour la Commission européenne et le FMI, ça peut très bien se comprendre. Autant dire que cet homme, à savoir Jean Pisani-Ferry, est un homme calibré et qu'il est l'instigateur de la politique économique de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Et le joujou d'Attali. Cependant, on ne peut cerner correctement cet économiste sans citer le cercle de réflexion Bruegel, qu'il a cofondé il y a quelques années. Le think tank Bruegel, si à Bruxelles, est un centre de recherche qui couvre l'ensemble du champ des politiques économiques. Il est dirigé et financé sur la base d'un système de gouvernance associant des États membres de l'Union européenne et des multinationales dont Areva, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, EDF, Ernst Young, Erste Bank Group, GDF Suez, Goldman Sachs, Google, Microsoft, Novartis, Pfizer, Renault, Samsung, Syngenta, etc. Président actuel, Jean-Claude Trichet, ex-président de la BCE. Le président actuel, Jean-Claude Trichet, ex-président de la BCE, qui était en fait également français. Donc si je lis bien, ce Jean-Claude Trichet est le président actuel de ce think tank Bruegel. Ex-président de la BCE et également membre d'honneur d'Aspen France. Jouillet en est le président d'honneur. Membre du comité de direction du groupe Bilderberg et président en exercice du groupe européen de la commission trilatérale. Voilà, et tout ça en lien avec la fameuse NED, donc ce qu'on appelle les révoltes, printemps coloré et révolution colorée, voilà, sur modèle américain et CIA. C'est donc effectivement un coup d'État. La NED, hein, regardez les actions de la NED, N-E-D. Donc Jean-Claude Trichet est membre du conseil d'administration de EADS où il représente les actionnaires. Pour l'universitaire Frédéric Le Baron, Jean-Claude Trichet est le plus célèbre et le plus influent d'entre tous, les experts issus de l'inspection des finances, le vivier de Jouillet. C'est-à-dire que toute la haute administration française est noyautée par des affairistes qui couchent avec le milieu des affaires de la grande banque et de l'internationalisme bancaire. Le président d'honneur, a priori, de ce groupe think tank Bruegel n'est autre que Mario Monti, président d'honneur, ex-commissaire européen et ex-président du groupe européen de la commission trilatérale. La boucle est bouclée, nous sommes ici au cœur du réacteur des idées que Hollande et Macron ont puisées pour définir leur politique économique. Bon, vous ne devez pas trouver très loin non plus, vous savez, les Georges Soros, hein, de l'Open Society, vous avez tout. Voilà, tout pour déstabiliser le pouvoir. Et ces gens-là ont le pouvoir, mais ils en veulent plus, toujours plus. Alors, maintenant, les soutiens. Les grandes fortunes de France choisissent Macron. Je lui ai fait rencontrer des milieux d'affaires. On a eu des réunions en Angleterre et il y aura des contacts directs entre Emmanuel Macron et la présidence des États-Unis.
disait son mentor, le richissime rocardien Feu Henri Herman. Savoir qu'on a bien vu le soutien de Barack Obama, ancien président des États-Unis, à Emmanuel Macron, ainsi que le soutien d'Angela Merkel. Voir aussi que... voilà. Mais Macron va aussi être présenté au tout Paris par Jean-Pierre Jouyet, son parrain, qui dispose d'un carnet d'adresses aussi gros qu'un Larousse. Jouyet a épousé en seconde noces Brigitte Tétinger, le fameux champagne, ex-PDG des parfums Annick Goutal et actuellement directrice de la stratégie de Sciences Po. On comprend pourquoi Sciences Po a voté Macron. Bon. Les témoins du mariage furent François Hollande et feu Christophe de Margerie. Le PDG de Total, vous savez, 12e patron du CAC 40. Quand on saura que Jouyet a été nommé en 2008 par Sarkozy président de l'autorité des marchés financiers, à savoir l'AMF, et que tous les patrons du CAC 40 sont venus le voir dans son bureau, on aura tout dit. Bon, droite-gauche, c'est du pipeau. Parmi les 10 personnes les plus riches de France, 4 soutiennent officiellement Macron, à savoir Bernard Arnault, donc 4 sur les 10, c'est pas mal. Bernard Arnault, première fortune de France. François Pinault, quatrième fortune de France. Patrick Drahi, cinquième fortune de France, qui a renoncé, je crois, à sa nationalité française pour devenir 100% israélien. Xavier Niel, 9e fortune de France. Serge Dassault. Seul Serge Dassault, 3e fortune de France, ne s'est pas prononcé officiellement, mais il encense Macron et Le Drian, ministre de la Défense. Et pour cause, il a un business à faire tourner. À cela, il faut ajouter Martin Bouygues, Vincent Bolloré, Pierre Berger, Mathieu Pigasse et Arnaud Lagardère, et ceux dont on ne connaît pas le nom car Macron ne souhaite pas publier la liste de ses donateurs. On comprend pourquoi. C'est le candidat de la finance et des gros profiteurs. Le choix du candidat. Macron, c'est entre nous non pas simplement une question de hiérarchie. Il sait ce qu'il me doit. Mais c'est plutôt une question de loyauté personnelle et politique. Déclaration de François Hollande en avril 2016. Voilà, donc quand on vous dit que Emmanuel Macron s'est fait l'échappée belle en quittant le gouvernement de Manuel Valls et en claquant la porte soi-disant contre François Hollande, en expliquant qu'il n'était pas du tout l'héritier du Parti Socialiste ni de François Hollande, on s'aperçoit que c'est bel et bien faux. Dans une publication précédente, à savoir Macron ciblé par la CIA, que j'ai lu, il est décrit avec précision comment cet homme a été choisi et porté au cœur de l'appareil d'État par des membres de l'oligarchie politique et affairiste en moins d'une dizaine d'années. Mois après mois, il a été façonné pour répondre exactement au calibrage des idées politiques de ses parrains, des sociaux-libéraux internationalistes, disent-ils avec pudeur. En fait, ce sont des néoconservateurs mondialistes, conformes à l'idée que se font les États-Unis de ce que doivent être les démocraties occidentales, c'est-à-dire des relais de l'influence anglo-saxonne, pour pas dire anglo-sioniste, américano-sioniste, ouais. Bon, ça c'est moi qui rajoute ça. Macron a été amené à devenir secrétaire général adjoint de l'Élysée, l'un des plus proches conseillers du chef de l'État. Puis ministre de l'économie, son recruteur et mentor politique, à savoir Jean-Pierre Jouyet, est aujourd'hui secrétaire général de l'Élysée, autant dire le cœur de l'appareil d'État, le cœur aussi des persécutions judiciaires et médiatiques, et des cabales incessantes. Voilà. Donc Macron, secrétaire général adjoint de l'Élysée, quand le principal secrétaire général de l'Élysée était Jean-Pierre Jouyet. Donc il était directement dans le jeu de cartes de Jean-Pierre Jouyet et donc dans le jeu de cartes de Hollande. Cette ascension, pour le moins épique, rappelle étrangement la pièce de théâtre La résistible ascension d'Arturo, oui, de Bertolt Brecht, à voir ou à lire impérativement. Bon, je connais pas. Macron intelligent mais immature. Le profil psychologique et physique du candidat est très important pour ce projet. Il faut qu'il soit présentable, malléable et qu'il reste sous influence. Une forte personnalité aurait été contre-productive et impossible à gérer. Feu Henri Herman, son mentor, relire Macron ciblé par la CIA, le connaît bien.
C'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier en politique. Voilà ce qu'il en dit en septembre 2016, il y a donc 6 mois. Alors, Henri Herman, je crois aussi que c'est lui euh, qui avait fait rentrer Macron chez Rothschild, hein. Je crois que c'est Henri Herman. Voilà. Donc voici ce que dit Henri Herman en septembre 2016, il y a donc 6 mois. Il n'a jamais pris une décision importante sans m'en parler. Donc là, il parle d'Emmanuel Macron. Sur le plan politique, Emmanuel est trop jeune. Il a besoin d'être recadré sur des connaissances historiques. Son épouse est très présente à ses côtés. Elle a orienté ses lectures, joué un rôle dans ses cercles d'amis, veillé à ce qu'il ne se disperse pas. Herman l'infantilise et de façon anecdotique. Il raconte un peu agacé ce désir qu'il a de serrer toutes les mains qui se présentent à lui, même de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, est regrettable. Avec sa femme, on veut freiner ses tentatives de trop convaincre, on lui dit de se calmer. Et il conclut en soulignant sa dépendance financière et psychologique. C'est ce qu'en pense aussi l'entourage de Hollande qui le connaît bien. Macron apparaît comme un homme sous influence multiple, disent-ils. Espérons qu'il ne se perde pas. C'est-à-dire qu'en fait, le joujou est quand même facilement cassable, hein. Ça, c'est peut-être le principal défaut de Macron, c'est qu'il est malléable à merci et qu'à trop être malléable, il va falloir lui tirer les oreilles. C'est pour ça qu'à titre personnel, je pense que ces pseudo-révélations Wikileaks qui sont sorties par le système sont là pour en fait désigner des ennemis de l'intérieur, à savoir des Chinois ou des Russes qui seraient en France ou enfin des Français qui auraient cet esprit-là. Il s'agit de créer un ennemi commun, un ennemi de l'intérieur en le pointant du doigt, et faire des fuites sur Wikileaks, ce sont en fait des fuites organisées par le pouvoir et par l'oligarchie à tous les coups. Voilà, et qu'en fait ça sert à tirer l'oreille de Macron au cas où Macron ne serait pas docile. Donc on le fait chanter déjà. C'est-à-dire qu'on fait chanter son propre pion, et en même temps ça permettra de désigner un ennemi dit complotiste. C'est-à-dire vous et moi. Méfiez-vous de Wikileaks. La description psychologique qu'en font ses proches correspond exactement à l'objectif de ses traitants, donc de ses agents traitants. Ce qui prouve, s'il en est encore nécessaire, que Macron est un personnage créé de toutes pièces pour servir des intérêts puissants. Cette personnalité ne pouvait pas habiter un physique ingrat, dents blanches, bien coiffées. Tête de premier de la classe, dirait Coluche, costume de bonne facture, séducteur et charmeur. Macron est l'image même du quarantenaire qui a réussi, il a sa Rolex au poignet. Pour conclure ce chapitre, écoutons encore une fois ce que dit Henri Herman. Il incarne une tendance. Il ne faut pas que ce soit personnalisé, il ne faut pas que ce soit Monsieur Macron. Il n'a pas d'expérience politique. Je demande qu'on mette en place un comité politique et non pas un comité de parrainage. C'était un peu la même chose avec Ségolène Royal qui voulait être entouré d'un comité. Macron ne sera candidat que s'il a un mouvement d'opinion suffisamment fort avec des appuis politiques importants, et il ne fera déclaration de candidature que s'il dispose d'appuis suffisants. Bon. On pourrait presque dire que c'était la roue de secours du système, Macron, parce que le système aurait très bien pu se contenter d'avoir un Juppé ou un Sarkozy. Bon, on va dire que Jouyet et Hollande ont organisé un coup d'État, et qu'ils étaient bien contents d'avoir Fillon en face, mais ils auraient été très contents aussi d'avoir Sarkozy ou Juppé pour taper dessus. Bon, le système était également compatible avec Sarkozy et Fillon. Voilà, bon. Mais bon, Jouyet et Hollande ont fait le hold-up, et au-dessus, Attali et compagnie. Parce que, en fait, Hollande rêvait de se représenter, on lui a dit que ça ne servait à rien de se représenter. Ça, Hollande, et vraiment, ça a été dur pour lui de ne pas pouvoir se représenter. Le contrôle des médias. C'est le point numéro 2. Justement, le candidat dispose maintenant d'un bon encadrement politico-économique. Il faut susciter un mouvement d'opinion autour de lui. D'aucuns vont s'attacher à le provoquer. Si la quasi-totalité des médias est acquise à la cause, c'est bien sûr parce que la dizaine de milliardaires qui soutient Macron en est propriétaire à 90%. Concentration médiatique. Voici ce qu'en dit Daniel Schneiderman, d'Arrêt sur Image. Alors, citation, s'agissant de Macron, Xavier Niel et Pierre Berger, copropriétaires du groupe Le Monde, lui ont plus ou moins publiquement déclaré leur flamme. Rien dans ce que l'on sait de lui et du peu que l'on sait de son programme n'est de nature à effaroucher M. Dassault, Arnaud, Pinault, Lagardère, Bolloré ou Drahi.
ce qui ne signifie pas que les oligarques français soient pendus au téléphone chaque matin pour commanditer des urnes, des éditos ou des sondages favorables. Simplement, par capillarité intellectuelle, ils ont nommé à la tête des rédactions de leurs médias des journalistes macrono-compatibles, éventuellement macrono-indifférents, en tout cas jamais macrono-opposés, encore moins macrono-hostiles. Déclaration de Daniel Schneiderman d'Arrêt sur Image. Macron ne laisse rien au hasard, il a organisé sa communication privée. Les politiques sont devenus un bon filon pour la presse people. Analyse Marion Alombert, rédactrice en chef de Voici. En ce moment, les Macron ont le vent en poupe, leur couple intrigue, accroche. Et ils ont compris qu'une exposition bien gérée est une publicité efficace. Et Sylvain Faure, un porte-parole d'En Marche, de rajouter: il y a un contrat d'exclusivité morale avec Bestimage, agence People des stars. Cela permet de mieux maîtriser leur image, le choix des photos qui circulent sur eux. Quand ils sont victimes de paparazzi, ils font appel à un photographe de l'agence, ils sont sûrs ainsi d'avoir des clichés plus avantageux. Résultat, en un an, 10 couvertures de VSD, 4 de Paris Match, 2 de Closer, 1 de Voici. Quand on constate un tel matraquage médiatique autour de ce candidat, il n'y a plus rien à ajouter. Petite précision. Michèle Marchand, la directrice de Bestimage, fait partie du staff communication de la campagne d'Emmanuel Macron. Petit 3. Contrôle de l'opinion publique. Il est utile de rappeler ici les recherches du sociologue Patrick Champagne sur les sondages. Son travail s'est articulé autour du problème central en sciences politiques de l'analyse des formes de légitimation de la représentation politique. D'une critique des logiques qui sont au principe de la mesure de l'opinion publique par les sondages, on est passé à une réflexion qui tente d'appréhender les effets sur le champ politique de la croyance en ces instruments. Cette évolution qui se veut proche de l'évolution même de l'influence des sondages, cette évolution qui se veut proche de l'évolution même de l'influence des sondages d'opinion sur les pratiques politiques, constitue le centre de la problématique du sociologue qui prend au sérieux les professionnels des sondages, même ceux qui sont peu sérieux scientifiquement, en les prenant au moins comme objet. Donc ce fameux sociologue, à savoir Patrick Champagne, démontre que la croyance dans l'efficacité des sondages à exprimer l'opinion publique est indissociable d'une transformation des règles du jeu politique et particulièrement de l'importance croissante qu'ont pris les journalistes et les spécialistes en communication. Ainsi s'est mise en place la croyance selon laquelle faire de la politique, c'est, notamment grâce à une bonne communication, se situer le plus haut possible dans les cotes de popularité. On y est quand Macron ne déclare avoir nul besoin d'expérience politique et encore moins de programme pour être candidat. Il suffira pour lui d'avoir une bonne cote de popularité. Jouyet et Hollande l'ont bien compris. Ce sont eux et les économistes qui réfléchissent pour lui. Seule l'image compte, car si on entre dans le dur du programme, on s'apercevra rapidement de quel ventriloque Macron est le nom. Et en voici la parfaite illustration. Macron est intégré pour la première fois dans un sondage pour les élections présidentielles en janvier 2016, c'est-à-dire il y a plus d'un an. Le Monde titre « Sondage, : Emmanuel Macron préféré à Manuel Valls ou François Hollande pour 2017 ». Et en sous-titre, un sondage Odoxa pour le Parisien aujourd'hui en France estime que le ministre de l'économie pourrait devancer le Premier ministre et même le président. Il est placé d'entrée de jeu à 22%. Mais qui sont les commanditaires de ce sondage test ? C'est-à-dire qu'en fait on a créé un élément de sondage, un élément statistique et un élément de probabilité, voilà, l'événement Macron, et qu'on l'a sondé par rapport à certaines personnes et pas par rapport à d'autres. Sans aucun doute, le staff de Bernard Arnault, patron de LVMH et propriétaire du Parisien aujourd'hui en France, c'est donc M. Bernard Arnault et ce fameux Parisien aujourd'hui en France qui ont commandé ce sondage Odoxa. Voilà. Signalons que Nicolas Bazir, proche de Sarkozy, est l'un des administrateurs de LVMH, et donc un proche de Bernard Arnault, en même temps que l'un de ceux de l'Institut de sondage Ipsos. Bon, voilà, donc Odoxa, Ipsos. Mais ce qui est le plus intéressant ici, c'est qu'en fait, ce fameux Nicolas Bazir est gérant associé de la banque Rothschild. Il connaît très bien Macron, avec qui il a travaillé dans la même banque. Quant à Odoxa, les deux fondateurs sont d'anciens de l'Institut de sondage BVA, dont Vincent Bolloré et le fonds d'investissement Rothschild ont été actionnaires. Bon, peu ou prou, vous avez 5 ou 6 instituts de sondage en France qui sont
en fait proches de Macron et des soutiens de Macron. Ça fait quand même beaucoup d'instituts de sondage acquis à Macron et ça pose de gros problèmes. Ce sont des proches de Macron qui l'ont mis en selle. On se doute bien à la demande de qui. Nous sommes en plein dans ce que Noam Chomsky appelle la fabrication du consentement. Curieusement, la cote moyenne d'Emmanuel Macron au niveau du sondage était de 17% dans les sondages tout au long de l'année 2016, bien que le premier sondage paru en 2016 le donnait à 22%. La cote a ensuite bondi de 7 points en janvier 2017, c'est-à-dire un an après, à 24%, pour arriver ensuite à 26% des intentions de vote en mars, le plaçant en tête de tous les sondages. Et comme on sait que les élections se jouent dans les 3 mois qui précèdent les élections, on comprend mieux ces scores. En effet, les gens votent utile, ils n'ont pas envie de voter pour un loser, et du coup, en fait, ils votent pour celui qui est donné gagnant. C'est ce qu'on appelle du moutonisme. Il en sera de même, bien sûr, pour Marine Le Pen, challenger indispensable à la réussite du coup d'État. Elle est créditée de 25% des intentions de vote. Normal, quoi. En cherchant un peu, on constate que plus de 80% des instituts de sondage appartiennent à la sphère d'influence qui soutient Macron. Son conseiller en la matière n'est autre que Denis Delmas, ancien président de TNS Sofres. Autant vous dire que celui-là, il connaît la musique. À savoir d'ailleurs que, bon, du côté de Marine Le Pen, Florian Philippot a réussi à faire recruter son propre frère, qui lui-même travaillait pour des instituts de sondage. Je crois qu'il travaillait pour Ipsos aussi. Pas certain que ce soit Ipsos, mais je crois que c'était Ipsos. Dans un article de l'inénarrable décodeur du quotidien Le Monde, soutien inconditionnel de Macron, des journalistes dénoncent des accusations qui sont portées à l'encontre de Macron quant à sa proximité avec les instituts de sondage. Selon eux, les informations publiées sur le sujet sont fausses, fake news, bien sûr, fake news, décodex, donc nouvelles erronées ou ne sont plus d'actualité. C'est possible, mais la majorité des instituts de sondage appartiennent à des milieux financiers, fonds d'investissement, grandes entreprises, publicitaires, etc. Bon, tout ça, c'est le milieu dont est issu Macron et dont la proximité politique, elle, ne fait pas de doute, et dont les objectifs, à court, moyen et long terme, sont les mêmes. Pour les plus curieux, je vous rappelle que Philippe de Villiers, là, avait expliqué comment ils avaient acheté des sondages avec un milliardaire, parce que quand il plafonnait dans sa campagne des européennes, alors je ne sais plus en 2002, voilà, il plafonnait en 2002 lors de la campagne des européennes, et ils avaient donc acheté des sondages, et ils avaient gagné 5 ou 6 points en l'espace de 3 semaines, un mois, grâce aux sondages qui s'étaient achetés. Voilà. Je recommande le visionnage d'extraits vidéo donc, de Philippe de Villiers expliquant comment est-ce qu'on achète des sondages et comment est-ce qu'on achète des points dans l'opinion. Le contexte international. L'important pour s'assurer de la réussite d'une prise de pouvoir, c'est de ne pas froisser ses alliés. En tous les cas, il faut leur donner des gages de non-agression. Dans le cas contraire, les auteurs s'exposent à une déstabilisation. Il faut donc que les planètes soient alignées. Pour Macron, ses parrains ont rassuré tout le monde, le candidat reste bien dans l'orbite assignée, à savoir orbite atlantiste et européiste, deux points d'un équilibre indispensable. La régularisation du coup d'État, point numéro 5. Enfin, il s'agira de valider la démarche par les élections, ce sera relativement simple. Si le scénario arrive à son terme, Marine Le Pen sera en face d'Emmanuel Macron. Les commanditaires joueront sur la fibre républicaine et rafleront la mise. Bon, moi je renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le trucage des élections présidentielles, trucage en amont, mais trucage aussi sur la liste des inscriptions, et sur tout un tas de choses. Voilà, j'ai analysé les résultats. Alors, conclusion provisoire. En analysant chaque phrase, non, en analysant chaque phase, nous pouvons dire maintenant, sans l'ombre d'une hésitation, si l'on s'appuie sur les paramètres donnés par les experts, qu'il s'agit bien d'un coup d'État, ou pour l'heure d'une tentative de coup d'État. Dans l'intérêt de nos concitoyens et celui de notre pays, il vaut mieux qu'elle n'arrive pas à son terme. Il est essentiel de laisser la parole à Hervé Kempf, le rédacteur en chef de Reporter, qui est l'auteur d'un ouvrage remarquable sur l'oligarchie, c'est-à-dire les fameux 1%, et qui connaît donc bien le sujet. Les conditions d'un bon exercice de la démocratie sont largement altérées, la délibération libre est viciée par le fait que les médias sont massivement contrôlés par l'oligarchie, le soi-disant quatrième pouvoir, le choix majoritaire est tronqué par le poids des lobbies, voire parfois par le déni pur et simple du choix populaire, comme lors du référendum constitutionnel de 2005 sur l'Europe,
Mais aujourd'hui, le capitalisme ne considère plus la démocratie comme indispensable à son existence. Il la rejette même de plus en plus nettement, puisqu'elle conduit logiquement à la remise en cause des pouvoirs en place. Le respect des droits de l'homme et des libertés publiques est bafoué au nom des politiques anti-migratoires. Le pouvoir politique est subordonné aux puissances financières. En fait, les classes dirigeantes nous font entrer dans un régime oligarchique où un groupe de personnes contrôlant les pouvoirs politiques, économiques et médiatiques délibèrent entre eux, puis imposent leur choix à la société. Or, l'oligarchie actuelle cherche avant tout à maintenir sa position privilégiée. À cette fin, elle maintient obstinément le système de valeurs organisé autour de la croissance matérielle et de la surconsommation, un système qui accélère notre entrée dans la crise écologique. Bon, alors ça c'est une conclusion par un homme de gauche et compagnie, une conclusion que je ne partage pas à 100% parce que moi je suis persuadé que le grand capital a besoin d'une immigration massive. Pour ça, je renvoie aux fameux européistes qu'on appelle Koudenov-Kalergi. J'ai fait des vidéos sur Koudenov-Kalergi. Et je pense que moi que l'immigration est un formidable moyen de destruction des sociétés et que c'est voulu pour mettre en concurrence tout et tout le monde et pour briser les solidarités nationales, parce que je crois que le cadre national et le localisme sont justement la meilleure des solutions pour empêcher l'internationalisation de la prédation bancaire et économique. Et pour un retour tout simplement au système régalien et à la possession de ses moyens de production et à la possession des moyens de battre monnaie. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cette conclusion. Voilà. Alors, l'heure du choix de société a sonné. Voilà les références de l'article. Voilà. Un certain nombre de références, c'est très intéressant. Voilà. Bon, moi je n'appartiens pas à ce courant de gauche, je ne suis pas marxiste, mais je pense que c'était intéressant de vous le dire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bien à vous, et à bientôt.